Bonjour, dans cette vidéo on va installer et configurer un Windows 11 Enterprise sur VMware, donc sur une machine virtuelle, et on sait très bien que Windows 11 et les machines virtuelles, ça n'a pas toujours été facile à cause de la puce qui est nécessaire pour qu'il puisse s'installer. Et une fois qu'on aura installé notre Windows 11, on va en même temps y créer un compte local. Alors même si j'ai déjà présenté un tas de fois la création d'une VM et l'installation d'un système, ici je vais aussi parler de machines virtuelles cryptées. Alors pour ce Windows 11, ça tombe bien, on a installé un Windows Server 2022 dernièrement, une version d'évaluation 180 jours, où j'avais expliqué qu'on peut en bénéficier légalement pendant presque 3 ans. Ça sert à rien de pirater, ça je l'ai déjà dit. Alors ici, c'est quand même un peu moins de 3 ans, 90 jours, ça fait quand même 3 mois, renouvelable 3 fois. Alors par contre, le renouvellement, ça marche pas trop bien. Après tous les 3 mois, plus quelques jours avant d'être complètement bloqué, vous aurez bien le temps de le réinstaller. Au-delà de la version d'évaluation, c'est le moment de voir comment on l'installe en VM. Et, comme d'habitude, je compléterai tout ça de tout un tas d'informations. Comment supprimer l'écriture d'évaluation, donc ce petit texte qui est en bas à droite, ce qu'on appelle souvent le watermark. Comment modifier le mot de passe de la VM, alors je parle bien de la machine virtuelle, je ne parle pas de mot de passe de Windows, et même comment supprimer son cryptage. Vu qu'il y a pas mal de choses à dire, ça va quand même faire un bon tuto. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LGP Info dans votre navigateur. Ici, on voit l'installation d'un Windows 11. Sur une VM, sur une machine réelle, c'est un peu pareil. Elle doit répondre à une certaine configuration. Je rentre pas dans les détails, il y en aurait encore beaucoup trop à dire là-dessus. C'est aussi un peu une vidéo sur la création d'une machine virtuelle de nouvelle génération. Alors c'est pas si nouveau que ça. Ça fait quelques temps que ça existe, mais je suis comme tout le monde. J'utilise souvent encore des machines standards. Mais là, avec l'ISO qu'on va télécharger, on ne va pas avoir le choix que de prendre un nouveau type de machine. Alors comme on va créer une machine sur VMware, il faut VMware d'installer. Comme d'habitude, je vais prendre un VMware Player. VMware Player ne permet pas la migration d'une ancienne version d'une VM vers une nouvelle, mais d'autres versions, pense à Workstation, le peuvent. C'est de la VM. Si je l'utilisais en pro, de toute façon, je devrais utiliser un Workstation. Ici, le but est de voir comment on crée la machine et ce que ça donne à la fin avec un Windows 11 installé dessus. Alors pour le rappel, ça va éviter qu'on me pose la question si c'est pareil en réel. Une VM, une machine réelle, fonctionne et s'installe, se configure de la même manière qu'une machine réelle. Alors arrêtez de demander comment on fait sur une VM ou l'inverse, comment on fait sur une machine réelle. C'est strictement la même chose. Une machine réelle, c'est souvent un peu plus rapide, mais le reste, c'est la même chose. Alors je vais aller un peu vite. Ce qui intéresse, c'est une VM Windows, pas vraiment les VM en général. Quand je vais montrer la VM, c'est la VM Windows 11 qui m'intéresse. Pour la virtualisation en général, vous avez toutes mes vidéos sur le sujet. Et bien sûr, il va nous falloir un ISO de Windows 11, qu'on grave, qu'on met sur une clé USB ou qu'on laisse sous cette forme pour VMware par exemple. Soit en prenant la version d'évaluation 90 jours, où vous allez télécharger l'ISO de la version normale avec les clés génériques ou sans, non activées. On a quand même un peu moins de liberté dans la configuration, mais ça suffit souvent quand même. Mais comme on ne parle que d'une utilisation sur VM, elle peut bien s'arrêter dans 90 jours. Bon, 90 jours, ça fait 3 mois quand même. Alors encore une fois, je ne rentre pas dans le détail de l'utilisation des licences.
90 jours pour tester, qu'on va pouvoir renouveler 3 fois, vous avez bien le temps d'installer dessus ce que vous voulez et de faire les tests qu'on veut. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, on va utiliser la machine qu'on va créer aujourd'hui pour la démo. Alors comme le système est récent, ça va vite. Les mises à jour s'installent en quelques minutes, même les mises à jour cumulatives. On pourrait même se permettre de l'installer, le réinstaller, sans souci tous les mois. Alors pour la version normale, on ne l'active pas. Dans quelques jours, quand il vous demandera de l'activer, on la casse et on peut recommencer. Les clés génériques, j'en ai déjà aussi parlé. On cherche clés génériques Windows 11 en 2 minutes, après vous les avez. Pour un Windows 11, les clés génériques, c'est moins important que sur serveur. Alors on peut aussi les oublier. Alors je viens de dire qu'on pouvait ou qu'on pourrait réactiver le système 3 fois après les 90 jours de période de grâce. Alors je dis bien on pourrait, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, j'ai eu une erreur et ma version s'est retrouvée désactivée. Bon, 3 mois, c'est quand même bien suffisant. Quand la période de grâce arrive à la fin, on réinstalle. On n'a pas non plus 12 000 essais à faire sur un Windows 11. Ça va vite, on l'utilise quasiment tous les jours comme poste de travail. Donc finalement, ça sera très bien. Donc en prérequis, il nous faut un VMware Player d'installer ou un VMware Workstation et un ISO de Windows 11 qu'on aura pu aller télécharger sur le centre d'évaluation Microsoft. Et c'est tout. Donc pour moi, je l'ai déjà, parce que bon, à chaque fois qu'on veut le télécharger, il faut remplir le formulaire. Donc c'est pas non plus le but, et puis ce n'est pas non plus le but d'attendre 3 minutes que j'arrive à télécharger cet ISO. Mais vous avez vu au passage comment on fait, ça n'a rien de compliqué. Bon, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un tuto sur la création d'une VM. Vous devriez savoir ce qu'est une VM, comment ça se comporte. Ici, on voit la particularité d'une installation pour Windows 11. Donc, on va lancer VMware pour créer une nouvelle machine. Alors, ce n'est pas non plus révolutionnaire. La plupart des actions sont identiques à ce qu'on fait d'habitude. Le menu de création de la VM n'est pas autrement. Alors ici, je fais comme d'habitude, vous pouvez créer une VM juste en indiquant l'ISO. Le système va se débrouiller pour avoir les infos, pour récupérer les infos qui sont dans l'ISO. De toute façon, les informations sont dedans. Il suffit de lire pour savoir quoi installer. Alors pour ma part, je lui dis que je vais installer le système moi-même plus tard. J'en dis pas plus. Mais comme j'ai dit que j'installais moi-même le système, à l'étape suivante, je vais devoir lui dire ce que je veux installer. Pour les essais, voir le BIOS en UEFI et le reste, vous pouvez très bien choisir Windows 11 et installer un Ubuntu après. Si vous voulez installer les add-ons, il faudra quand même revenir sur Linux. Mais c'est bien ce que je disais, on n'est pas là pour voir comment fonctionne le système de virtualisation, on est là pour voir comment ça fonctionne, en particulier pour Windows 11. Et je continue. On peut le laisser s'installer à l'emplacement par défaut dans vos documents ou choisir son emplacement. Ça reste votre choix. L'organisation de votre machine, c'est votre choix. Alors attention alors au bazar que vous mettez dans tous les sens. Et quand j'ai choisi l'emplacement où je vais installer ma machine, je fais suivant. Le nouveau point sur la création de la VM, c'est maintenant. On va vous poser la question sur le cryptage des fichiers. On peut tout crypter ou juste crypter les fichiers de fonctionnement. Vous voyez, on ne peut pas passer au travers. De toute façon, on devra crypter. C'est pour ça que je disais que là, le tuto s'imposait un peu. Pour lancer la machine, il faudra fournir le mot de passe. Alors on peut quand même lui dire de l'enregistrer. Ce qui fait qu'il sera fourni automatiquement sans besoin de le taper. Donc à chaque fois qu'on sélectionnera la machine, le mot de passe sera remis par défaut, donc globalement ça reste quand même transparent. Alors vous verrez que c'est crypté, mais il n'y a pas de grosses contraintes, sauf que vous la déplacez ou vous la
copier sur une autre machine. Là, il faudra se rappeler du mot de passe. Surtout qu'il y a une taille minimale, donc pas question de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, pour la VM maison, on crée un fichier texte et vous y mettrez votre mot de passe. Pour conserver les mots de passe, il y a tout ce qu'il faut maintenant. Vous pouvez aussi utiliser un KeePass, par exemple. Alors pour le reste de la création, c'est du classique. Pour ma part, je customise toujours, ne serait-ce que pour le réseau, pour ajuster la RAM, le nombre de CPU. Comme c'est juste classique à la création d'une VM, je ne vais pas montrer, je vous laisse voir au passage. De toute façon, quand la machine sera créée, on peut toujours la modifier. C'est pareil pour toutes les VM. Donc c'est bien ce que je disais, il n'y a pas de gros changements, juste cette partie cryptée. De toute façon, comme j'ai choisi d'installer le système moi-même après, je vais quand même devoir fournir le chemin du DVD, le chemin de l'ISO. Donc, quoi qu'on fasse, eh bien, je serai quand même obligé de modifier ma machine après. Alors, il fallait quand même l'expliquer, mais si vous avez déjà installé une machine virtuelle, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais il fallait en parler. Il faut savoir qu'on ne convertit pas aussi facilement que ça un ancien système vers le nouveau. Alors ici, je viens de créer la machine, elle est déjà déverrouillée, je reviendrai dessus tout à la fin de la vidéo. On va voir que l'icône change un petit peu. Bon allez, on se lance dans l'installation de ma machine. Comme le FI propose tout un tas d'options, au démarrage de la machine, pour une nouvelle installation, on doit toujours taper une touche pour lancer le DVD. C'est comme ça, mais bon, il n'y a pas énormément de surprises pour autant. C'est un EFI, même une machine virtuelle, ce n'est pas non plus énorme, mais le temps de boot est quand même un poil plus long. J'ai déjà parlé de l'EFI lui-même, donc là je passe, sinon vous avez ma vidéo là-dessus. Pour le reste, jusqu'à la création du compte, comme je veux un compte local, rien ne change. Des vidéos là-dessus, j'en ai fait aussi des tas. On peut gérer les partitions au passage, mais comme là j'ai fait un petit disque que je pourrais quand même étendre au besoin, pas la peine de s'arrêter sur la mise en forme des partitions ou de disques. Bon, là on l'installe sur VM, mais à partir d'ici, sur machine réelle ou machine virtuelle, c'est exactement la même chose. Ça se passe de la même manière. Et alors je passe un peu, l'installation se déroule plus ou moins vite suivant votre système. Là aussi, je l'ai dit pour Windows 2022 Server, ça fait bien longtemps que le même installeur est utilisé. Une installation met le même temps, ou presque le même temps, pour se faire depuis bien longtemps. Je vous invite à voir mes vidéos précédentes, et ce qui était valable il y a 15 ans l'est toujours. Comme mes vidéos sont plus récentes que ça, elles sont toujours d'actualité. Alors là-dessus, c'est quand même bien dommage que les gens ne cherchent que des trucs récents, pensant que les anciennes vidéos ne sont plus d'actualité. Oui, ça évolue. Le fond de l'installeur est passé de bleu à violet. Ça, c'est quand même indispensable pour le bon fonctionnement de l'installation. Alors oui, ça ressemble à de la moquerie, mais voyez un peu le nombre de ressources qui sont perdues, juste parce que les gens pensent que les vidéos sont dépassées. Bon, j'ai passé un petit peu mon système à redémarrer. Il va même redémarrer 2 fois. Là encore une fois, ça dépend du matériel. Généralement, on s'arrête juste à 2 fois. Il est pris plus ou moins son temps pour configurer le système de base, reconnaître le matériel. Ça dépend. C'est pareil, vous l'installez sur une machine réelle, vous avez 12 000 cartes sur votre machine, forcément ça va mettre un petit peu plus de temps pour qu'il reconnaisse tout.
cette partie est quand même un petit peu plus longue qu'avant. Les systèmes, comme ils sont de plus en plus performants, vont de plus en plus loin dans leur autoconfiguration. Donc, il y a plein de choses qui sont à mettre en place. Mais, au bout, c'est le résultat qui compte. Alors, je passe le pays, le clavier à sélectionner, éventuellement si vous avez une deuxième langue, mais bon, ça c'est quand même plus rare. Et on va très vite se retrouver, enfin, au moment où il demande de créer un compte. Il faut bien le dire, Microsoft aimerait bien que vous utilisiez un compte chez eux. Question de point de vue, ou pas. Certains diront que c'est à la limite de la paranoïa. Là-dessus, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je suis resté sur l'idée d'avoir un compte local. Bien que ça paraisse un peu compliqué et tiré par les cheveux, ce n'est pas la pire des solutions. Il y a eu des versions où il fallait faire des pieds et des mains pour arriver à un compte local. Pour certaines versions, il fallait cliquer sur suivant, d'autres couper le réseau, là ça marche pas. Il faut alors passer par les options de connexion. Alors bien sûr, une fois que je l'ai dit, c'est évident. Après, Microsoft ne fait pas grand chose pour dire de passer par un compte local. Alors dans l'écran suivant, on va devoir choisir joindre un domaine. Vous allez me dire, quel est le rapport entre joindre un domaine et créer un compte local? C'est vrai. Alors maintenant qu'on est là, il ne reste plus qu'à suivre. On va voir mettre le nom. Bon là je mets Loisel JP. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Puis je vais mettre un mot de passe ou pas. Si je ne mets pas de mot de passe, la connexion se fera automatiquement. Donc à chaque fois que je vais démarrer, je vais tomber directement sur le bureau. Alors pour tester, c'est quand même bien. Pas besoin de taper 50 fois le mot de passe. Bon, c'est juste pour tester. Sinon, la bonne pratique veut que je mette quand même un mot de passe. Puis on passe par les habituelles questions, si je partage mon emplacement, la localisation, l'envoi des données de diagnostic, la reconnaissance d'écriture manuscrite, les annonces, la publicité. Vous y mettez ce que vous voulez, mais à l'heure où tout le monde crie à la protection des informations personnelles, les grandes sociétés, on le voit bien, elles s'en fichent un peu. Et voilà encore une bonne idée pour une de mes prochaines vidéos. Oui, à l'occasion, je montrerai comment empêcher le système d'envoyer des données au travers du réseau. Après, on voit aussi passer des trucs comme la recherche des mises à jour. En fait, quand on regarde bien, aucune mise à jour n'est installée. Alors on lui demande quand même ce qu'il fait pendant ce temps de recherche. Et il faudra encore attendre quelques minutes pour que le compte soit créé et configuré. Ici, je parle de la version entreprise. Mais si on utilise le DVD normal, celui qu'on pourra aussi télécharger chez Microsoft, et qu'on lance l'installation, avec ou sans clé générique, on va pouvoir installer la version qu'on veut. Et justement, si on installe une version familiale, on va pouvoir y trouver des petits changements. Alors quand vous allez installer une version familiale, on va commencer par devoir nommer la machine. Forcément, avec le nommage de la machine, un reboot est obligatoire. Alors c'est quand même étonnant parce que ça, ce n'est pas demandé pour une version entreprise ou une version pro. La création d'un compte local, c'est aussi un petit peu différent. Comme on ne peut pas joindre la machine à un domaine, il va falloir faire autrement. Donc dans la connexion, quand il va vous demander un compte Microsoft, on va mettre n'importe quoi, 0@0.com par exemple, et on y met n'importe quel password. 0@0.com, c'est un compte qui existe, qui a été un jour créé, mais qui a été bloqué. Donc, dans ce cas, quand vous allez taper un mauvais mot de passe, vous allez avoir un message d'erreur qui vous dit que le compte existe bien, qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de multiples fois de se connecter avec le mauvais mot de passe, et là, vous avez l'erreur qui s'affiche.
Et une fois qu'on a cette erreur qui s'affiche, on va retomber sur la même chose. Eh bien, comme de toute façon vous ne pouvez pas utiliser le compte Microsoft, on va vous proposer de créer un compte local. Et pour le reste, c'est pareil. Dans notre version entreprise, dans la version qu'on installe là, que je suis en train d'installer, je pourrais faire exactement la même chose. Tout comme je pourrais faire la même chose pour une version pro. Mais la solution de passer par les options de connexion, c'est quand même plus propre. Mais, encore une fois, c'est le résultat qui compte. Tout comme Windows 2022 Server, la version que j'installe ici est une version d'évaluation et non une version de démo ou une version limitée. Mais, sur le cas d'un poste client, d'un poste de travail comme ici on est en train d'installer, une version non activée, ça va pas changer grand chose. Alors vous avez un message qui vous dit que pour personnaliser le poste, il faut activer le système. Bien sûr, c'est tout dans l'intérêt de Microsoft que vous activiez le système et que vous ayez une licence légale. Mais ce qu'on a comme possibilité est bien suffisant. On ne peut pas changer le thème ou choisir les icônes du bureau. Eh ben, on crée un raccourci et ça le fait quand même. Mais comme la version d'évaluation est activée, on peut le configurer comme il veut. C'est quand même bien sympa, et pour l'inscription en bas à droite de l'écran, bon, on peut faire avec. Dans la configuration de base, même si je ne vais pas m'étaler trop longtemps, on installe les add-ons, les pilotes, comme pour toute machine. Je lui dis alors d'installer les tools, VMware, passe par le DVD, alors on attend un peu que l'utilisation des données du DVD soit proposée, ou on va le chercher directement pour forcer le lancement de l'exécutable. On installe complet ou pas, là à vous de voir. Bon, pour 200 mégas, on peut y aller, ça va pas non plus remplir votre disque. Et à la fin, comme de toute façon, c'est de l'installation de pilote, comme tout pilote à installer, ben on devra démarrer. Alors personnellement, j'installe presque toujours, alors je dis presque, mais je crois même que c'est toujours la version complète des VMware. Et quelques secondes après, une fois que c'est installé, eh bien on reboot. Alors je passe aussi un peu, il faut le faire. Ces opérations de reboot sont nécessaires et font bien partie de l'installation du système. Alors de même qu'après le reboot, après avoir installé les pilotes, on va faire les mises à jour. Ce sont quand même des choses qu'on néglige souvent, d'autant qu'ici c'est de la démo. Ce ne sont que des machines de test, alors on peut avoir tendance à les passer. Alors ici je montre rapidement, je vais aussi couper un peu et montrer quelques petites choses en même temps. Pendant que mes updates se recherchent, on va aller voir l'état de l'activation de mon Windows. Alors il suffit de chercher dans la barre de recherche, activer, active, activation, et on trouve rapidement la rubrique. Alors sans surprise, depuis que je le dis, Windows est activé, à chacun son métier. Il est bien activé, mais pour 90 jours. Comment Microsoft fait ça? C'est le système, mais toujours est-il que je peux y aller et faire tout ce que je veux dessus, comme pour une version complète. À l'inverse d'une version complète non activée, on a bien plus de possibilités dans le cas présent. C'est tout dans l'intérêt de Microsoft en même temps. Vous faites une évaluation, si ça vous plaît, si vous pouvez faire tout ce que vous voulez et tout ce que vous entendez, il y a beaucoup de chances que vous allez récupérer ensuite une version complète. Bon allez, petit passage par les mises à jour, ça tourne alors j'en profite pour faire encore autre chose en même temps. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la version familiale où il est demandé de nommer le PC pendant l'installation. Vu le nom de la machine actuelle, je vais quand même le changer. Beaucoup le disent, je l'ai déjà dit,
pour Linux, mais pour Windows, le nom de la machine n'a vraiment d'intérêt que pour le réseau. Alors quand Windows, pour une version familiale, vous demande de nommer la machine, c'est plus pour l'utilisateur lui-même que pour la machine. Pour les versions pro ou entreprise, ce n'est pas les quelques fonctionnalités de différence avec la version familiale qui font qu'on va plutôt utiliser une version pro qu'une autre. C'est plus dans les fonctions du domaine. La notion de domaine, c'est du réseau. Donc effectivement, pour version pro ou version entreprise, eh bien, le réseau est quand même primordial. Donc je change le nom, et comme tout changement de nom, il faut redémarrer. Alors oui, il faudra redémarrer la machine. Si vous en avez la curiosité, il sera marqué. Si vous ne redémarrez pas tout de suite, le nom de la machine, blabla, donc le nom que vous mettez, sera appliqué après le redémarrage. Alors si vous voulez faire les choses correctement, on va faire les updates et redémarrer. Si vous redémarrez maintenant, les updates s'en feront quand même, mais reprendront après le reboot. Alors question de choix, on va laisser les updates se terminer, ou du moins celles en cours se terminer, comme ça on ne redémarrera pas la machine pour rien. Alors même si j'ai montré quelques petites choses en passant, ça n'empêchera pas de devoir attendre un peu. Même si ce n'est que 2-3 minutes, ça paraît super long quand on attend. Alors avec la magie de la vidéo, en 2 temps, c'est fini. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur redémarrer. Bon, à un moment, on n'a pas le choix. En plus, avec les mises à jour, il y a des chances qu'il faudra attendre un peu pendant le redémarrage. Alors, encore un coup de baguette magique et me voilà de retour sur le bureau. C'est encore une question de choix. On pourra trouver plus propre de supprimer la watermark. La watermark, c'est la petite note qui est en bas à droite de l'écran, indiquant que la version est une version d'évaluation, une version de test, ou même que le système n'est pas activé. On peut bien sûr effacer, masquer cette notification. Certains pourront la trouver utile pour se rappeler d'activer le système, ou pour l'information qu'elle diffuse, ou tout simplement pour savoir qu'effectivement on est un système qui n'est pas activé. Et là, il n'y a rien de secret à la masquer. Si vous la masquez et vous vous rendez compte dans 30 jours que le Windows actuel n'est pas activé, et donc vous vous retrouvez bloqué, ou vous vous retrouvez avec un système qui s'arrête, ne vous étonnez pas. Mais cette action ne contourne en rien le fonctionnement. Si vous prenez une version Red Hat de test, vous pouvez en avoir des dizaines de milliers tant que vous l'utilisez suivant les conditions autorisées. Alors on peut aller chercher Remove Windows Watermark. Vous allez trouver très facilement ce que vous voulez. Alors j'insiste pas trop là-dessus, vous allez trouver facilement un petit soft qui le fait, une clé de registre à mettre. Après, pour ma part, bien souvent, je crée aussi un petit utilitaire qui me permet de le masquer, comme ça fait effectivement plus propre. Mais le nombre de fois où j'utilise des versions d'évaluation, je ne les compte pas. Alors on pourra aussi encore, dans les petites modifications, dans la boîte à miniature, dans le cas de l'utilisation de VMware et de ses tools, par exemple, supprimer l'icône VMware. Là, ça vous donne l'impression de travailler sur une machine activée, normale, complète. Alors comme toujours, tout dépend bien sûr de l'utilisation que vous ferez de la machine. Bien entendu, pour une présentation, c'est mieux de ne pas avoir d'affichage qui pourrait perturber un peu. Et je vais terminer avec une dernière petite chose, car je n'ai pas montré ce que ça donnait, c'est côté interface de VMware. Au début, lorsqu'on a créé la machine, on a mis un mot de passe en indiquant que la machine était cryptée. Lorsqu'on va lancer l'interface de VMware, ici un VMware Player, on va pouvoir y voir un petit cadenas indiquant que la machine est protégée.
Rien de complètement fou là-dedans, ce n'est qu'une indication, à savoir qu'on peut alors supprimer l'enregistrement du mot de passe, qui sera alors demandé à chaque fois qu'on voudra accéder à la machine. On pourra le modifier, on pourra aussi supprimer le verrou de cryptage dans les options de la machine. Donc on va dans des modifications de la machine, on rentre dans l'onglet options et dans l'onglet options, on peut modifier tout ça. Alors, lorsque le mot de passe est enregistré, on n'a même pas besoin de s'en occuper. Alors pour ça, ça peut être bon à savoir lorsqu'on va ajouter un disque non crypté, eh bien, dans ce cas, on obtient une erreur qui pourra être contournée de cette manière. Il suffit de supprimer le cryptage. Alors bien sûr, pour tout changement, à partir du moment où vous allez vouloir ne plus enregistrer et mettre automatiquement le mot de passe ou modifier le mot de passe ou même enlever le cryptage, il faudra quand même connaître le mot de passe qui sera alors demandé. C'est pour ça qu'au début je disais, même si on valide qu'on enregistre automatiquement le mot de passe, il faut quand même le noter quelque part, on peut en avoir besoin. Alors bien sûr on peut le mettre dans un fichier texte si vraiment ça n'a aucune importance, mais dans ce cas-là vous pouvez tout simplement enlever le cryptage de la machine, et sinon eh bien, on peut le mettre dans tout logiciel qui est fait pour conserver un coffre-fort vos mots de passe. Alors tout ça c'est un petit peu plus pour toutes ces informations. Oui, j'ai prévenu, même dans le cas aussi simple que d'installer un système ou créer une machine protégée, il y a plein de choses à dire. Alors si vous avez trouvé ça intéressant, vous n'hésitez pas à liker. Alors tout ça n'a rien de compliqué. Lors de la création de la machine, on n'a pas d'autre choix que de passer par là. Pour le compte, c'était quand même l'occasion de l'installation du système pour en toucher un mot. Peut-être pourrez-vous avoir des remarques, peut-être quelques infos supplémentaires à ajouter que j'aurais pu oublier. Laissez vos remarques, laissez vos questions et suggestions sous la vidéo. Alors vous savez déjà que je vais revenir avec cette machine pour pouvoir la mettre dans un AD. Alors oui, il n'y aura pas que ça, mais il y a bien d'autres vidéos encore qui vont arriver. Alors à bientôt.